Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. We are on one hand assuming or pretending we are coming together over an issue and trying to find a solution, while at the same time each country is pulling in its own direction, different from the others. On a pu rentrer dans la ville à partir du 29 janvier, mais la situation à ce moment-là elle est très confuse. On entend encore des détonations dans certains endroits de la ville, notamment au nord. Fin janvier 2025, le correspondant de Jeune Afrique entre dans Goma, qui vient de tomber aux mains du M23 et de ses alliés rwandais. L'offensive éclair, lancée le 23 janvier, a rapidement permis aux rebelles de remporter cette bataille de Goma. Courte, elle a été particulièrement brutale et meurtrière. Le bilan de la bataille de Goma, il est très difficile à évaluer. Le seul bilan qui existe aujourd'hui, c'est celui des Nations Unies qui parle de 3000 morts. Sur ces 3000 morts, les rebelles, eux, évoquent la présence de 2500 soldats et miliciens. Mais la réalité, c'est que c'est un bilan qui est quasi impossible à vérifier et qui est très probablement incomplet. La mort provinciale de Goma, un peu moins d'une semaine après la prise de la ville, les corps étaient en plein air dans des sacs mortuaires. Il n'y avait plus de place dans les containers réfrigérés pour les stocker. Ce n'est pas la première fois que le M23 prend Goma. En 2012, Pierre Boisselet, alors journaliste pour Jeune Afrique, y était. Je me souviens que la veille de la chute de Goma, il y avait eu encore des combats. On entendait des tirs d'armes à feu dans la ville jusque toute une partie de la nuit. Et en fait, au petit matin, les rebelles sont arrivés sur les grandes artères de la ville. Les combats se sont très vite arrêtés. Beaucoup de FARDC, des autorités aussi locales, avaient soit fui, d'abord vers Sake puis vers Minova, ou alors s'étaient cachés, avaient jeté leurs uniformes, s'étaient dissimulés parmi la population. Il y avait quelques corps de soldats qui étaient visibles, mais c'était pas massif. Ça avait été finalement très rapide et semblait-il assez facile pour le M23 de prendre la ville à l'époque. En 2025, l'offensive du M23 a duré plus longtemps qu'en 2012. Elle a commencé par Sake, qui est une ville située à 20 km à l'ouest de la capitale provinciale du Nord Kivu. Elle s'est poursuivie pendant plusieurs jours sur différents fronts et les rebelles ont fini par entrer dans la ville dans la nuit du 26 au 27 janvier et les jours d'après ont été un peu confus parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à sécuriser différentes zones de la ville. Il y a notamment eu beaucoup de combats au sein de l'aéroport de Goma. Les traces d'affrontements dans la ville, elles ne sont pas extrêmement visibles au sens où tous les murs ne sont pas criblés de balles. Il y a beaucoup de vêtements de militaires qui sont au sol, des militaires qui se sont déshabillés, désarmés avant d'aller se réfugier dans des bases de l'ONU. Donc ça, ce sont les traces d'une armée qui a perdu la bataille. L'une des principales différences entre 2012 et 2025, en 2012, le M23 avait plié bagages dès le 1er décembre, soit 10 jours après avoir pris la ville. En 2025, le mouvement rebelle, soutenu par le Rwanda, a continué son offensive, poursuivant sa progression vers le sud Kivu. Le rapport de force n'est pas du tout le même en 2025 qu'en 2012, notamment parce que le soutien que le Rwanda apporte aux rebelles est beaucoup plus documenté, beaucoup plus important que ce que c'était en 2012. Le dispositif du côté congolais, il est aussi différent. Il y a eu notamment la présence de sociétés militaires privées qui tenaient des positions à l'extérieur de Sake. Il y a une force régionale de la SADC. Il y avait encore des troupes notamment de la MONUSCO. Les forces armées congolaises et les milices Wazalendo qui sont des groupes armés qui combattent aux côtés de l'armée congolaise. À l'époque, je crois que le soutien du Rwanda au M23 était peut-être moins évident que ce qu'on a vu par la suite ces dernières années. Le groupe d'experts des Nations Unies avait fini par le démontrer, le pointer dans ses rapports, mais
Voilà, c'était arrivé plus tardivement et c'était moins clair qu'aujourd'hui. On a parlé en 2024 de 4000 troupes présentes sur le terrain aux côtés des rebelles du M23. On a des chiffres encore un peu incertains sur le soutien dont ont bénéficié les rebelles dans le cadre de la conquête de Goma. Mais il est évident que le soutien militaire que le Rwanda a apporté aux rebelles était sans doute d'une autre envergure que celui dont le mouvement a bénéficié en 2012, à la fois en nombre d'hommes, mais aussi en termes de modernité du matériel qui a été utilisé. Après avoir longtemps entretenu l'ambiguïté, Paul Kagame a exprimé son soutien aux revendications des rebelles dans un entretien exclusif accordé à Jeune Afrique, avec un argument central. Kinshasa n'a jamais neutralisé les FDLR, le groupe armé créé par d'anciens responsables du génocide des Tutsis au Rwanda. Do you want me to sympathize with the Kinshasa government that is actually the root cause of all these problems? Of course not. Do you want to question whether I would have any sympathies for M23? I will, based on facts and evidence. This is a group representing a bigger group of people that are being persecuted, that are actually being killed, that are being displaced. Le M23 était né en avril 2012, donc à peine quelques mois avant la prise de Goma. À l'époque, il contrôlait des territoires essentiellement dans la zone qu'on appelle le Petit Nord, du Nord Kivu, mais qui était beaucoup moins étendu que ce que le M23 contrôle aujourd'hui. Et puis, il ne contrôlait pas du tout tous les accès en fait, à la ville de Goma, avant de la prendre. Ça donnait le sentiment d'un mouvement moins structuré, moins organisé. La revendication essentielle, celle qui a donné d'ailleurs leur nom, c'était l'application de l'accord du 23 mars 2009. Cet accord, conclu entre le pouvoir de Joseph Kabila et les rebelles du Congrès national pour la défense du peuple, prévoyait un processus de démobilisation et de réintégration. En 2012, d'anciens membres du CNDP accusent Kinshasa de ne pas respecter ses engagements. Ils reprennent les armes et forment le mouvement du 23 mars, le M23. Mais 10 ans plus tard, leurs revendications changent d'échelle. Depuis le mois de décembre de 2023, il a été complété d'une certaine manière par l'Alliance Fleuve Congo, qui est une plateforme politico-militaire à la tête de laquelle a été placé Corneille Nangaa, l'ancien président de la commission électorale du Congo. Nous avons toujours réclamé un dialogue, une solution politique. Mais on nous les refuse. Et quand on nous tue, quand on nous attaque, nous nous défendons. L'AFC aujourd'hui est un peu devenue la vitrine politique en quelque sorte de la rébellion, tout en gardant les revendications qui étaient les siennes en 2012. Si le M23 a changé de visage, le contexte diplomatique également. La condamnation à l'époque de la prise de Goma par le M23, elle a été vraiment extrêmement forte et unanime. Ce qui fait que le M23 s'est trouvé extrêmement isolé et n'a pas pu en réalité tenir très longtemps sa position de prendre la ville. À l'époque, les États-Unis étaient considérés comme probablement le principal allié du Rwanda au niveau global. L'administration Obama avait du coup une influence vraiment considérable sur ce pays. Le président Obama a décidé de vraiment faire usage de cette influence et s'est impliqué personnellement en appelant notamment le président Paul Kagame pour lui demander d'arrêter ce soutien et de retirer ses troupes. L'administration Biden elle-même a été moins ferme que l'administration démocrate aussi de Barack Obama l'avait été 13 ans auparavant. Et maintenant, on se retrouve dans une situation depuis le mois de janvier où l'administration Trump est entrée en fonction aux États-Unis. Et si on se base sur la considération que Donald Trump a accordée au continent africain sur son premier mandat, c'est difficile de s'imaginer qu'il pourrait s'investir réellement diplomatiquement dans cette crise-là. La France avait joué un rôle important aussi pour soutenir la RDC dans cette crise au travers des institutions internationales. Aujourd'hui, on a le sentiment que la France, qui s'est entre-temps beaucoup rapprochée du Rwanda, essaye plutôt de se poser dans un rôle de médiateur, qui est très différent. Le Rwanda aujourd'hui n'a pas non plus la même stature sur la scène internationale qu'il avait
en 2012. C'est un pays qui s'est beaucoup investi, notamment dans les missions de maintien de la paix de l'ONU, dont c'est l'un des principaux contributeurs sur le continent. C'est aussi un pays qui a lancé des opérations bilatérales de maintien de la paix, notamment en Centrafrique, au Mozambique. Le 20 février 2025, le Trésor américain a pourtant pris des sanctions à l'encontre de plusieurs personnalités. Le ministre rwandais de l'intégration régionale, James Kabarebe, et le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka. 5 jours plus tard, le Royaume-Uni a annoncé la suspension de la majorité des aides financières au Rwanda. Paul Kagame a prévenu qu'il ne ferait de toute façon aucun cas de sanctions. Between dealing with existential threats and dealing with threats to punish Rwanda for one thing or another, without a second thought, I'll turn my guns to the existential threat, as if the other one doesn't exist. À l'ONU, les discussions ont été particulièrement compliquées. Il y a eu beaucoup de réunions avant et après la prise de Goma. Il y a une résolution qui a été mise sur la table par le porte-plume des résolutions sur la RDC, qui est la France, le 31 janvier. Sauf qu'il y a eu derrière 3 semaines de discussions extrêmement laborieuses. Il y a eu de nombreux blocages, notamment au niveau des pays africains membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça a fini par aboutir pour la première fois à une résolution qui mentionne le rôle du Rwanda et demande le retrait de ses troupes de l'Est de la RDC le 21 février. Donc c'était un premier pas sur lequel Kinshasa maintenant espère capitaliser, parce que le rapport de force militaire lui est défavorable depuis maintenant plusieurs mois. Kinshasa attend aussi beaucoup de l'Union européenne. Les ministres des Affaires étrangères se sont réunis le 24 février à Bruxelles. Il y a des mesures qui ont été prises mais qui sont peut-être un peu plus timides que ce qu'on a vu par exemple aux États-Unis avec le Trésor américain, au sens où il y a eu une suspension du dialogue politique sur les questions de sécurité entre l'UE et le Rwanda, mais il n'y a pas encore eu une nouvelle liste de sanctions vis-à-vis de personnalités soit issues du M23, soit issues des autorités rwandaises. La diplomatie intra-africaine s'est elle aussi montrée incapable d'éviter l'escalade. Il y a 2 processus africains qui se sont lancés à partir de 2022, le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Très rapidement, le processus de Luanda, piloté par l'Angola, est devenu central. Il y a eu assez peu d'avancées diplomatiques jusqu'à un cessez-le-feu qui est entré en vigueur au début du mois d'août 2024. Et à partir de là, on a eu toute une série de discussions entre ministres des Affaires étrangères des 2 pays. Tout ça devait culminer à une rencontre entre les 2 présidents le 15 décembre. Rencontre qui a été annulée à la dernière minute. Le président rwandais n'est pas venu. Il a reproché à la RDC de refuser de trancher sur un dialogue direct avec les rebelles du M23, ce que Kinshasa considère depuis le début comme une ligne rouge. Et depuis l'échec de la rencontre qui était prévue le 15 décembre à Luanda, on est tombé dans une impasse diplomatique à laquelle a succédé l'escalade militaire qui a culminé à la prise de Goma à la fin du mois de janvier. Félix Tshisekedi et Paul Kagame semblent irréconciliables. Joseph Kabila avait une expérience des rébellions en RDC. Il était passé par la FDL, qui déjà était un mouvement donc dirigé par son père, mais soutenu aussi par le Rwanda. Donc il connaissait très bien ces processus, il connaissait aussi intimement plusieurs acteurs, donc le président rwandais, Paul Kagame. Et donc il avait la possibilité d'échanger, probablement par des canaux plus ou moins détournés, mais il y avait un dialogue qui existait entre ces gens. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas du tout ces canaux de communication entre le président Tshisekedi et le président Kagame et son entourage. On a du mal à voir quelle pourrait être la suite du processus diplomatique, sachant que le président qui s'occupait du processus de Luanda, le président Joao Lourenço, a pris la tête de l'Union africaine, qu'on doit désigner un mécanisme pour lui succéder, mais que les contours de tout ça sont encore très flous, et que c'est difficile d'imaginer la poursuite d'un processus diplomatique alors que l'escalade militaire se poursuit sur le terrain. Le processus diplomatique qui est en cours aujourd'hui, c'est un processus conjoint entre l'East African Community et la SADC. Il a abouti le 24 février à la nomination de 3 nouveaux médiateurs qui sont les anciens présidents
nigérian et kényan, le président Obasanjo et le président Uhuru Kenyatta. Et il y a aussi l'ancien Premier ministre de l'Éthiopie, Haïlé Mariam Desalegn, qui fera aussi partie de ce nouveau groupe de médiateurs chargé de ramener les deux protagonistes à la table des négociations, mais maintenant reste à comprendre sur quelle base peuvent désormais repartir les discussions entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame.